je me suis dit, mais sur quoi pourrais-je assister? Alors, les deux aspects sont les suivants. Il y a d'abord, si on prend votre question au jour d'aujourd'hui, il y a les transformations et observer les transformations telles qu'elles se sont produites depuis maintenant bientôt un an. Voilà. Et depuis un an que nous sommes entrés, nous, en France, dans cette crise, il y a eu dans les organisations, et en particulier dans le management, un certain nombre de transformations dont il faut absolument tenir compte. Donc, il faut partir de l'existant et non pas d'une idée théorique que l'on pourrait avoir comme ça, indépendamment des faits. Donc, ce que je vais faire, si vous voulez bien, c'est vous dire un certain nombre de choses que l'on a pu observer. Je vous dirai comment on les a observées aussi, quand même, pour que, honnêtement, vous soyez au courant d'où je tire ce que je vais vous dire. Et puis, le deuxième angle, ce serait de dire, et en même temps, le conseil d'administration pourrait veiller à l'application d'un cheminement, d'une méthodologie de la transformation qui pourrait permettre peut-être d'en maîtriser la conduite et éventuellement d'en maîtriser les effets. Donc voilà les deux angles sous lesquels on pourrait, ou je pourrais éventuellement, avec prudence, donner quelques conseils au conseil d'administration. Alors, le premier point, je l'ai toujours dit, c'est partir de l'existant, partir de la connaissance. Le point commun d'entre les deux aspects que je vais développer, c'est qu'il n'y a pas d'action sans connaissance. Et l'action sans connaissance, moi j'ai coutume de dire, c'est comme jouer à pile ou face, quoi. Ça marche ou ça ne marche pas, mais c'est vraiment quelque chose d'hasardeux. Et la première connaissance que l'on peut avoir au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 2 février 2021, c'est de dire, eh bien, je m'engage dans une transformation, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de la crise? C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux en tirer de ce qui s'est passé au début de la crise, puisque la transformation que je peux faire, elle n'est pas la transformation peut-être que j'aurais pu faire il y a un an de ça, ou que j'aurais pu entreprendre il y a un an de ça, parce que la crise a elle-même entamé la transformation. Et donc, je voudrais vous en donner quelques éléments, mais simplement quelques éléments, parce que nous n'avons pas le temps, comme effectivement vous l'avez noté, de tout développer. Mais je voudrais vous dire que les éléments que je vais vous donner tiennent à une étude que j'ai lancée en mars 2020 et qui s'est poursuivie jusqu'au mois de novembre 2020 et qui a porté sur 7 grandes entreprises, toutes du CAC 40 d'ailleurs, une grande administration publique qui était la Banque de France et une grosse collectivité territoriale. Et nous avons cherché à observer quelle transformation justement dans le management de ces organisations, quelle transformation cette crise était en train de produire et dont il faudrait absolument tenir compte. Alors, je ne peux pas donner tous les résultats, mais je vais en prendre deux ou trois qui peuvent beaucoup intéresser ceux qui auraient la charge d'initier et éventuellement de contrôler, de surveiller, d'animer les initiatives qui pourraient être prises. D'abord, il y a une première chose qui est importante à savoir, dont personne ne parle jamais d'ailleurs, c'est il va falloir être prudent parce que l'appel formidable au télétravail a produit des phénomènes d'exclusion. Il y a aujourd'hui des catégories de la population salariée qui sont à récupérer, si je peux m'exprimer ainsi, et ça doit être une des premières préoccupations, parce que si on ne les amène pas à bord, ces populations, on aura du mal ensuite à mettre tout le monde sur un pied d'égalité dans les transformations que l'on va opérer. Alors, rapidement, comment se sont produits ces phénomènes d'exclusion qui ont caractérisé cette période, qui continuent d'ailleurs à la caractériser? Ils se sont produits de deux façons. D'une part, la plus simple à décrire, mais qui a été probablement la plus dure à supporter, c'est l'exclusion technologique. C'est-à-dire que quand on veut mettre tout le monde ou une grande partie de ses salariés en télétravail,
Encore faut-il que le VPN, comme on dit, la bande passante dont dispose l'entreprise soit suffisamment large pour pouvoir que l'on puisse connecter tout le monde. Ce n'est pas le cas. Dans aucune des entreprises que nous avons étudiées, la bande passante n'était pas suffisante. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a fallu choisir des gens que l'on... C'est comme les vaccins, ça. Il a fallu choisir des gens que l'on connectait en premier et demander aux autres de patienter. Mais demander de patienter, élargir la bande passante, ça a pris parfois un mois et demi. Et donc, pendant un mois et demi, il y a des gens qui ne se sont pas connectés et qui, du coup, se sont posés à la question de la valeur de leur travail, quel est le sens de mon travail, qu'est-ce que je fais, pourquoi moi, ça n'a pas d'importance que je sois connecté ou pas. Et donc, il y a là une population qui a été exclue, dont on a d'ailleurs observé par la suite que c'est cette même population qui a été la plus réticente à revenir en présentiel. Donc voilà, on sait aujourd'hui qu'il y a une partie de la population qui s'est trouvée exclue d'un point de vue technologique, et c'est un problème. Il y a eu un deuxième mécanisme d'exclusion qui, là, est plus difficile à identifier, mais qu'on a rencontré partout. C'est les entreprises avaient désigné une plateforme. Là, vous voyez, nous sommes sur Zoom. Toutes les entreprises ont désigné une plateforme obligatoire pour faire les réunions en distanciel et ont interdit aux salariés d'en utiliser quelque autre que ce soit. Les salariés n'ont pas spécialement obéi, on va dire ça comme ça, puisqu'on appelle ça des phénomènes de désobéissance organisationnelle, et des salariés se sont mis à constituer par eux-mêmes des collectifs, mais qui n'étaient pas à travers WhatsApp, essentiellement à travers WhatsApp, qui n'étaient pas des collectifs de travail, qui étaient des collectifs affinitaires. Et c'est très important, très important de voir, de comprendre qu'on a vu apparaître des collectifs affinitaires, c'est-à-dire de gens qui se sont réunis dans des groupes à partir du moment où, d'une part, ils se sentaient bien à travailler ensemble, et d'autre part, ça leur permettait d'exclure ce qu'ils considéraient comme des poids morts, des gens qui ne s'investissaient pas beaucoup dans le travail, des gens qui n'étaient pas très utiles d'avoir avec soi. Alors, c'est très bien de porter ces jugements, mais ça veut dire que là aussi, il y a eu un mécanisme d'exclusion dont il va falloir tenir compte, et avec des populations qui, à nouveau, devront réintégrer dans l'organisation. Donc, ce premier point me fait dire, mais attendez, avant d'engager le processus de transformation, regardons bien ce qui se passe et regardons les populations auxquelles nous avons affaire. Il y a un deuxième élément de cette crise, je n'en citerai que trois parce qu'encore une fois, on n'a pas beaucoup de temps, qui serait à prendre en considération, c'est le fait que le télétravail, justement, et ça alors, en termes de transformation, c'est capital, c'est absolument capital parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période dans laquelle les pouvoirs publics disent télétravail pour tout le monde, sauf que le télétravail n'a pas les mêmes conséquences sur les différentes entreprises. Et le savoir à l'avance, c'est quelque chose qui peut être dramatiquement, pardon, je fais un anglicisme là, qui peut être tout à fait important. Alors, juste en un mot pour bien que vous compreniez ce que je veux dire, ce que l'on a pu observer, je suis désolé de caricaturer comme ça, mais enfin, ce que l'on a pu observer, c'est que le télétravail n'avait posé aucun problème à ce que moi j'appelle les bureaucraties traditionnelles, c'est-à-dire celles dans lesquelles les rythmes de travail, les rythmes de réunion, les rythmes de concertation sont bien établis à l'avance, et que finalement, il n'y a pas de surprise dans le rythme dans lequel on travaille. Donc là, ces bureaucraties traditionnelles privées du secteur marchand, le télétravail ne les a pas très bien dérangées. Et d'ailleurs, c'est important de noter que c'est dans ces entreprises que les dirigeants étaient les plus favorables au télétravail et le sont toujours plus favorables au télétravail. Sauf que dans des entreprises que moi j'appelle les entreprises ouvertes, la situation est tout à fait différente. Ce que j'appelle les entreprises ouvertes, c'est par exemple le secteur financier, dans lequel il faut répondre rapidement à des demandes du client en mobilisant on the spot des équipes qui sont présentes, que je peux réunir, même si ce n'était absolument pas prévu. Et une fois que j'ai réussi ces équipes, je vais les faire travailler très vite, à des rythmes non prévus, etc., etc. Bref, la prévisibilité du travail est bien moindre dans ces organisations. Or, le télétravail oblige à une prévisibilité des rythmes de travail. Et pour ces entreprises, par exemple, le télétravail représente une régression
dans leur mode de fonctionnement et donc dans leur performance. Donc, vous voyez, moi, je dirais attention par rapport à ces questions-là. Comment se situe mon entreprise? Il faut absolument que j'arrive à voir quel est l'impact des nouvelles modalités de travail sur mon entreprise pour être capable de maîtriser les phénomènes qui vont se produire et pour ne pas entrer dans de la régression. Et enfin, il y a un troisième point qui est très important, qui est probablement le point le plus marquant, celui sur lequel, moi, je dirais à tout le monde, gardez ça en tête, parce que là, il y a une révolution managériale qui est en train de se produire, et c'est vous, peut-être que vous voulez faire une transformation, mais vous ne pouvez pas les faire indépendamment de cette révolution managériale. Vous voyez, j'ai fait il y a 3 jours, je crois, une présentation à la commission du Sénat qui travaille sur cette question, et c'est ce qui les a de loin les plus intéressés. Vous voyez, nous nous sommes posé la question, qui a géré la crise? Mais qui a géré cette crise, concrètement parlant? Eh bien, si on va très vite, et vous m'en excusez, la crise a été gérée d'une part par les dirigeants eux-mêmes au plus haut niveau, tout simplement parce que les dirigeants avaient, et il n'y avait qu'eux qui pouvaient faire ça, avaient pour tâche de définir l'application des mesures gouvernementales qui ont été des mesures qui ont changé, et seuls les dirigeants pouvaient les appliquer, comme seuls les dirigeants pouvaient décider des compensations financières qu'ils donnaient à leurs propres salariés lorsque les compensations de l'État n'étaient pas jugées suffisantes. Ça, c'est les dirigeants qui ont pris ces décisions, et ce qui a d'ailleurs conduit à quelque chose de surprenant, à une exception près sur notre échantillon. Les syndicats, quelle que soit leur couleur politique, ont approuvé ce qu'ont fait les dirigeants. Ça a changé une partie des relations sociales dans les organisations, ce qui est important à avoir en tête et à étudier dans l'organisation que l'on veut transformer. Mais d'autre part, ceux qui ont géré la crise, que ce soit dans le public ou le privé, c'est l'encadrement de proximité. C'est-à-dire ceux qui sont directement au contact des équipes, qui soit en présentiel, soit en distanciel, travaillent et assurent la continuation de l'activité. À cet encadrement de proximité, on a confié 2 missions. La première mission, c'est effectivement d'assurer la continuation de l'activité. Et la deuxième mission, c'est de prendre soin des populations jugées fragiles. Femmes seules, personnes malades, etc., etc. Donc, on a demandé à cet encadrement de proximité à la fois de gérer le confinement et de gérer la poursuite de l'activité. Et pour ce faire, cet encadrement de proximité, là je caricature et je m'en excuse, c'est exonérer de tout le fatras bureaucratique, on peut l'appeler comme ça, qui a depuis des années envahi les organisations, y compris les organisations du secteur marchand. Et ce que j'appelle le fatras bureaucratique, c'est la multiplication inconsidérée et incontrôlable des process, des indicateurs de performance, des systèmes de reporting, etc., etc. C'est en pratiquant cette désobéissance organisationnelle, en s'autonomisant, que l'encadrement de proximité a réussi l'exploit, parce que parfois ça a été un exploit, qu'il n'y ait pas de rupture dans la continuation de l'activité. Or, cette autonomisation de l'encadrement de proximité, au détriment de l'encadrement intermédiaire qui a finalement joué un faible rôle dans la gestion de cette crise, est une donnée fondamentale sur la transformation même du management qui est en train de s'opérer. Et vous voyez, cette transformation managériale, on pourrait la résumer en 3 points. D'une part, un encadrement de proximité, les sergents-chefs, on va les appeler comme ça, qui gagnent leur bâton de maréchal, et c'est important parce qu'ils sont en situation d'autonomie avec des salariés qui se sont eux-mêmes autonomisés, et donc il y a eu un rapprochement formidable entre l'encadrement de proximité et les équipes, que ce soit d'ailleurs en distanciel ou en présentiel, un relatif effacement de l'encadrement intermédiaire qui doit retrouver une position dans l'entreprise qu'il a perdue, et enfin un questionnement, et alors là, pour les conseils d'administration, c'est un point absolument capital, un questionnement sur l'utilité même des fonctions support-siège, qui sont les grandes productrices de ces outils de management que j'ai appelé tout à l'heure indicateurs de performance, système de reporting, etc., et dont on a vu que l'encadrement de proximité s'en étant exonéré, ça fonctionnait aussi bien, si ce n'est mieux, sans ce fatras, ce que j'ai appelé ce fatras bureaucratique,
produite par ces fonctions support. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans un certain nombre d'entreprises que je ne citerai pas, le questionnement sur l'utilité réelle de ces fonctions dans l'entreprise est à l'ordre du jour. Et est-ce qu'il faut en réduire le nombre? Est-ce qu'il faut effectivement revenir à la situation antérieure ou pas? Ça, voilà une question de la transformation des organisations qui va être au centre probablement des discussions et des réflexions dans les mois qui vont venir, surtout lorsque, comme on peut tous l'espérer, cette crise se sera un petit peu calmée. Ou même d'ailleurs, essayons d'être optimistes et de dire lorsque cette crise aura disparu. Donc, vous voyez, la première chose que je dirais, c'est on ne part pas de rien. Et on ne part pas de rien. On vit une crise qui a déjà entamé des transformations qui sont des transformations profondes et on ne peut pas s'exonérer de connaître ces transformations profondes. Et puis, comme je le disais en commençant, le deuxième aspect, c'est eh bien, pour aider mes dirigeants ou les dirigeants de l'entreprise dans laquelle moi je suis membre du conseil d'administration, j'essaierai quand même de les guider à utiliser une méthodologie et à appliquer un principe qui est le même que le premier principe que je viens de développer, mais cette fois-ci appliqué directement à l'ensemble de la situation, c'est encore une fois partir de la connaissance de l'existence dans leur propre organisation. On ne peut transformer de façon efficace et sans prendre de risques excessifs que quelque chose que l'on connaît. Moi, je suis très frappé aujourd'hui, et je recommanderais volontiers d'y faire attention. Je suis très frappé aujourd'hui de voir les grands cabinets de conseil qui se sont bien sûr intéressés à cette question de la transformation. Je suis très frappé de les voir élaborer des propositions de transformation extraordinairement sophistiquées, dans lesquelles, en fin de la proposition, figure une mention, le diagnostic sera offert. Eh bien, le diagnostic sera offert, ça veut dire que le diagnostic n'a pas beaucoup d'importance. C'est-à-dire la connaissance de l'existant. On a les solutions, mais la connaissance de l'existant n'a pas grande importance. Ce qui veut dire qu'il y a une tentation de trouver des solutions à des problèmes que l'on ne connaît pas. Or, comme vous avez fait référence, cher ami, à mon maître Michel Crozier, s'il y a une phrase de Michel Crozier dont je me souviendrai toujours, c'est le problème, c'est le problème. C'est-à-dire que tant qu'on ne connaît pas quel est le problème, pourquoi voulez-vous chercher des solutions? Ou alors, cette bêtise que l'on entend souvent, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ben, s'il n'y a pas de problème, pourquoi vous voulez avoir des solutions? Voilà, vous voyez, donc il faut sortir de cette rhétorique qui est parfois mortifère, et donc l'acquisition de la connaissance est quelque chose d'essentiel. Alors, la question qui est posée, lorsque l'on dit ça, et là on peut aider les dirigeants véritablement à avancer dans cette direction, elle est double. La première question, c'est comment ça se constitue la connaissance. Et la deuxième question, c'est comment ça s'utilise la connaissance. Alors, sur la constitution de la connaissance, vous avez eu la gentillesse de citer mon dernier ouvrage. C'est vrai que dans On ne change pas les entreprises par décret, j'ai consacré 3 chapitres. Voilà comment on peut constituer de la connaissance, c'est-à-dire comprendre ce qu'est aujourd'hui, ici et maintenant, le fonctionnement réel de mon organisation. Ce qui d'ailleurs va amener à une première question qui est essentielle et qui, comment dirais-je, là, un conseil d'administration peut apporter quelque chose de très, de crucial aux dirigeants. Vous voyez, nous vivons encore dans une époque, c'est surprenant, dans laquelle il y a une confusion entre organisation et structure. C'est-à-dire que quand vous dites aux gens, dites-moi comment est votre organisation, bien, même les dirigeants vont vous dire, eh bien, voilà, nous avons tant de branches, nous avons à l'intérieur de ces branches tant d'unités, etc. Et on va vous décrire la structure, l'organigramme de l'organisation, puis l'ensemble des règles, des procédures, des process qui indiquent comment elle est supposée fonctionner. Or, déjà, il faut arriver à dépasser ce stade-là
Et comprendre qu'une organisation, ça n'est pas une structure. Une organisation, c'est fait de ce que font les gens. Et par conséquent, quand on parle de la transformation d'une organisation, on parle de la transformation de ce que font les gens, de leur façon de travailler, de leur façon de coopérer, de leur façon de vivre ensemble, de leur façon de prendre des décisions. Et c'est quand même quelque chose d'important sur lequel le conseil d'administration peut être d'une extrême vigilance. C'est que quand on va parler de la transformation, on ne va pas parler du mécano des structures. On va parler de changer la façon, ce que font les gens, la façon dont les gens travaillent. Et on comprend bien que là, il y a une vigilance extrêmement importante à avoir parce que changer les structures, c'est de la facilité. C'est quand même autrement plus facile de changer les structures que de changer ce que font les gens. Donc, vous voyez, le premier point, c'est il faut que je comprenne que l'enjeu, c'est changer ce que font les gens. Et je ne pourrai changer ce que font les gens dans une organisation que si j'ai compris pourquoi ils font ce qu'ils font. Et c'est la question fondamentale à se poser en premier. Je veux prendre un exemple précis. Vous dites, ben dans la stratégie que veut développer mon entreprise aujourd'hui, et c'est très bien, les dirigeants ont proposé au conseil d'administration une stratégie, c'est leur rôle, hein, ils sont payés pour ça. Vous voyez, au lieu d'offrir simplement un produit, comme nous avions l'habitude de le faire, on va essayer de proposer à nos clients ce qu'on appelle des solutions intégrées. C'est-à-dire, vous voyez, je ne vais pas vous proposer que de l'électricité, je regarde au-dessus de moi, puis si les lumières sont allumées, mais simplement, je vais essayer de vous proposer, à travers l'électricité, tout ce qui relève de la domotique et maintenant de la gestion intégrée de tout ce qui est les composantes de l'habitation. Oui, mais alors pour ce faire, il faut que j'introduise beaucoup de coopération entre des unités de mon organisation qui jusque-là n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Donc, vous allez dire, un point clé de ma transformation, c'est introduire de la coopération dans l'ensemble de l'entité que je dirige. Mais vous ne pouvez faire ça que si vous avez d'abord compris pourquoi, dans la situation actuelle, ces entités, ces gens-là ne coopèrent pas. Encore une fois, il faut que vous partiez du pourquoi ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, il va falloir que vous construisiez cette connaissance. Je veux comprendre pourquoi les acteurs, aujourd'hui, dans la situation actuelle, ne coopèrent pas. Et là, pour ce faire, vous allez utiliser, bien sûr, un appareil conceptuel que moi j'ai proposé dans l'ouvrage que vous avez cité, qui est issu, bien entendu, de la sociologie des organisations, mais qui n'est pas la seule façon d'acquérir de la connaissance. Moi, j'ai développé la sociologie des organisations parce que c'est mon domaine. Je n'aurais pas la prétention de dire que la sociologie des organisations, ça peut tout comprendre, tout régler, etc., etc., ce que serait une vision complètement terroriste. Mais enfin, la sociologie des organisations nous donne au moins un point qui est un point d'ancrage sur cette connaissance sur lequel je voudrais dire un mot, parce que là-dessus, il pourrait peut-être être du rôle du conseil d'administration de veiller, comment dirais-je, à la bonne compréhension de ce que je vais dire ici. Vous voyez, il faut partir d'un point qui d'ailleurs nous vient d'un prix Nobel qui s'appelle Herbert Simon, qui a démontré que dans les organisations, les gens font ce qu'ils font, non pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce qu'ils sont intelligents. Et cette notion d'intelligence des acteurs est une notion clé que tout le monde devrait avoir présent à l'esprit lorsqu'on s'intéresse à la transformation. Parce que l'intelligence des acteurs, ça va être à la fois un problème et une ressource. Qu'est-ce que ça veut dire? Les acteurs sont intelligents dans les organisations. Ça veut dire, si je le formulais autrement, que dans les organisations, nous n'avons pas de problème avec la bêtise humaine. La bêtise humaine n'est d'ailleurs pas un concept sociologique, mais nous pouvons avoir des problèmes avec l'intelligence humaine. Il me permettrait de faire remarquer d'ailleurs que si on produit autant de process, d'indicateurs et de toutes sortes de choses qui sont censées contrôler ce que font les gens, c'est parce qu'on n'a pas confiance, ou du moins l'intelligence humaine est plutôt vécue comme un problème que comme une solution. Qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence humaine dans les organisations? C'est la capacité qu'ont tous les acteurs, tous, les grands, les petits, les gros, les maîtres, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, qu'ont tous les acteurs de trouver des solutions, ce qu'ils font, qui sont cohérentes avec le contexte dans lequel on les a mis.
C'est-à-dire que si les acteurs font ce qu'ils font, c'est parce que c'est une réponse intelligente au contexte dans lequel on les a mis. Si je reviens sur ce que j'étais en train de développer, sur l'exemple de la coopération, si vous dites à des gens, vous devez coopérer, parce que c'est ce qui va nous être nécessaire pour mettre en action la stratégie que nous venons de définir. Mais qu'en même temps que l'on dit à ces gens-là, il vous faut coopérer, mais qu'on continue à les évaluer, les promouvoir, les noter, tout ce que vous voulez, sur une base strictement individuelle, eh bien, vous créez de la, comment dire en anglais, on dit de la discrepancy. Vous créez un écart entre le message que vous envoyez aux gens, vous devez coopérer, et le contexte dans lequel ils sont, qui les amène à privilégier l'action individuelle. Donc, un des principes de base de la transformation des organisations, c'est d'être capable de créer de la cohérence entre ce que l'on attend des acteurs et le contexte dans lequel on met ces acteurs. Or, quelquefois, c'est difficile à faire pour les dirigeants parce que les dirigeants ne veulent pas se lâcher des pieds et des mains en même temps. Autant ils comprennent que la coopération est quelque chose de nécessaire, je poursuis sur cet exemple de la coopération, autant en même temps, ils veulent être capables d'évaluer les gens qui travaillent pour eux et de les évaluer même sur une base, la plupart du temps, individuelle. Et bien là, je dirais, il y a probablement des apports à faire à ces dirigeants. Il faut les aider petit à petit à transformer ce mode de raisonnement. Alors, ce n'est pas la seule façon d'acquérir de la connaissance. Et dans le livre dont je parle, j'ai cité une autre façon d'acquérir de la connaissance que l'on appelle l'intuition. Alors, c'est important l'intuition parce qu'après tout, tout le monde n'a pas la possibilité, pour diverses raisons, qu'elles soient financières, qu'elles soient en termes de temps, qu'elles soient tout ce que vous voulez, de faire des études préalables, des études sociologiques préalables comme celles dont je suis en train de parler. Et donc là aussi, si je me réfère à celui auquel je viens déjà de me référer, qui est Herbert Simon, il a donné une très bonne définition de ce que c'est que l'intuition, et il a été le premier à indiquer que l'intuition, c'est un instrument formidable de constitution de la connaissance. Ce qu'il appelle l'intuition, c'est l'expérience que l'on acquiert petit à petit en vivant dans une organisation, et d'autre part, l'observation un peu distanciée de ce qui se passe. Et quand vous regardez ce qui se passe et que vous avez de l'expérience, vous êtes capable d'interpréter ce que vous regardez. Donc, vous êtes capable de constituer de la connaissance. Et donc, vous voyez, c'est intéressant. Bon, je l'ai développé dans tout un chapitre, je ne vais pas le faire maintenant, je n'ai absolument pas le temps. Mais vous voyez, c'est intéressant parce que si vous dites à des dirigeants, mais je vais attirer votre attention, vous devez constituer de la connaissance, eh bien, vous pouvez leur dire, mais il y a plusieurs façons de constituer de la connaissance, elle est capitale, elle est essentielle, mais vous pouvez la constituer par une étude approfondie des mécanismes, des relations de pouvoir, des façons dont fonctionne votre organisation. Il y a pour ça des concepts, qui sont les concepts de la sociologie des organisations, mais j'ai dit l'intelligence de l'acteur, par exemple, mais j'ai dit que ce ne sont pas les seuls, vous pouvez en chercher dans d'autres sciences sociales, et il y a d'autre part l'utilisation de votre expérience que vous pouvez transformer petit à petit en intuition. Donc, le premier principe de base, c'est pas d'action sans connaissance. Et vous voyez, si je résume ce que j'ai dit jusque-là, la connaissance, si on parle aujourd'hui de l'impact de la crise sur les organisations, et la connaissance de comment fonctionne mon organisation. Alors, une fois que l'on a fait ça, eh bien, on peut se dire comment je vais utiliser cette connaissance. Eh bien, regardez, je vais le prendre sous un angle. Utiliser cette connaissance, ça va me permettre de repérer les leviers sur lesquels je peux agir pour transformer, pour changer ce que font les gens. Une fois que j'ai compris pourquoi ils font ce qu'ils font, parce qu'ils sont intelligents, parce que ce qu'ils font est une réponse que les sociologues appelleraient, mais le terme est ambigu, mais je vais l'employer quand même, c'est une réponse intelligente, c'est une réponse cohérente, c'est une réponse rationnelle. Oui, c'est le mot qui est ambigu. C'est une réponse rationnelle au contexte dans lequel ils sont.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire trouver des leviers? Eh bien, là, je vais transformer l'intelligence de l'acteur en une très bonne ressource pour le changement et je vais m'intéresser à me dire quels sont les éléments de contexte, donc c'est ça que j'appelle les leviers, sur lesquels je vais pouvoir agir pour faire petit à petit évoluer le comportement de ces acteurs. Si j'en reviens à mon exemple, qui me sert un petit peu de fil rouge, et je surveille le temps pour pas trop dépasser la demi-heure qui m'a été impartie, si je reprends mon fil rouge de la coopération, ben, ça n'est qu'un exemple, hein, vous pouvez l'appliquer à n'importe quoi. Je vais me dire, attention, tant que j'utilise des méthodes de rémunération, d'évaluation, etc., qui sont strictement individuelles et que je dis aux gens il faut coopérer, je crée donc ce fameux écart, cette incohérence entre le message que je leur envoie et le contexte dans lequel je les ai mis. Et chaque fois dans une organisation qui a une incohérence entre le message et le contexte, les acteurs oublieront le message et s'adapteront toujours au contexte. Donc je vais me dire, mais quels sont les éléments de contexte que je peux changer? Je peux changer les modes d'évaluation, je peux changer les modes de rémunération, etc. Et donc là, je vais modifier des éléments du contexte qui vont me permettre de modifier les comportements, c'est-à-dire ce que font les gens. Alors, bien entendu, quand je fais ça, il faut que je sois capable d'en maîtriser les effets induits. C'est-à-dire que je ne suis pas dans un raisonnement causal. Pour que A fasse quelque chose, je vais modifier le contexte de A et la seule conséquence ce sera de modifier le comportement de A. Non, nous vivons dans des organisations qui sont complexes et donc quand je prends une décision, elle a des effets induits sur d'autres acteurs et c'est parce que au préalable, j'aurais réussi à acquérir une bonne connaissance d'ensemble du fonctionnement de mon organisation que je pourrais anticiper sur les effets induits que je vais être amené à prendre. Alors, une fois que j'ai dit ça, vous voyez, connaissance, je vais pousser les dirigeants vers la connaissance, c'est absolument essentiel. Je vais pousser les dirigeants à comprendre les leviers sur lesquels ils peuvent agir. Et là, c'est très important parce que ça va me permettre de pousser les dirigeants à sortir du management par l'injonction. Qu'est-ce que j'appelle le management par l'injonction? Parce que les gens ne font pas ce que je voudrais qu'ils fassent, eh bien, je vais leur demander de le faire. Comment dirais-je, le signe le plus tangible du management par l'injonction, c'est l'émission de valeurs. Mais ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que les valeurs, ça ne représente pas les comportements réels dans une organisation. Les valeurs, finalement, ça représente ce que les entreprises n'ont pas et souhaiteraient avoir. Donc, si je pense que la coopération est capitale dans mon organisation, je vais dire la première de nos valeurs, c'est le travail d'équipe, c'est la coopération. Mais c'est un message que j'envoie aux gens en disant il faudrait coopérer. Mais oui, mais ça ne les amènera pas à coopérer. Donc le gouvernement par les valeurs et par l'injonction est un gouvernement qui marche mal. Les valeurs, ça n'a de l'importance que si ça correspond à des comportements réels. Et ça ne correspondra à des comportements réels que si j'ai pu agir sur les bons leviers pour que ces comportements deviennent effectifs. Et ça n'est que lorsque ces comportements sont devenus effectifs, je peux les formuler en termes de valeurs. Mais les valeurs, c'est un résultat, c'est pas ce qui initie l'action. Donc, vous voyez, là, il va falloir que j'aide à changer ces modalités de raisonnement. Et je pourrais terminer, parce qu'effectivement, il est à peu près temps que je termine, en disant ceci. Du coup, je peux essayer d'aider les dirigeants à comprendre deux fondamentaux du fonctionnement des organisations qui aujourd'hui peuvent aider beaucoup à la transformation. Le premier, c'est l'introduction de la confiance dans le management. Vous voyez, et j'y ai consacré un chapitre. Et ce que je voudrais dire, c'est que la crise, je reviens à la crise que nous sommes en train de vivre, a montré que cette confiance est possible. Et si dans les questions ça vous intéresse, je pourrais développer un petit peu plus quelles sont les conditions qui permettent au travail de réintroduire de la confiance, parce que la confiance au travail, contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais vous voyez l'exemple de ce qui s'est passé avec l'encadrement de proximité
a montré que la confiance pouvait être un facteur de management et de transformation de mon organisation extrêmement important. Et puis le dernier point sur lequel je voudrais insister, et je vais m'arrêter là, je pense qu'il est du rôle d'un organisme de surveillance, conseil d'administration, d'attirer l'attention sur le fait que la complexité est inhérente au fonctionnement des organisations, mais pas n'importe quelle complexité. Vous voyez, aujourd'hui, encore une fois, dans la rhétorique managériale, on a horreur de la complexité. D'ailleurs, les Américains l'ont poussé jusqu'à créer une espèce de motto, comme ils disent, de mot d'ordre qu'ils appellent KISS. KISS pour les Américains, c'est Keep it simple and stupid. Garder le simple et stupide. Donc, on ferait de la stupidité une vertu dans les organisations, parce que la simplicité. Or, non. Je voudrais vous dire que dans les organisations, et ça peut être quelque chose à quoi vous avez à veiller, il y a de la complexité artificielle et inutile, mais il y a de la complexité vertueuse. Alors, en un mot, la complexité artificielle et inutile, c'est la complexité des structures, la construction d'espèces de millefeuilles organisationnels avec la multiplication des échelons hiérarchiques, des fonctions support, etc., etc. Là, ça crée des complexités dans lesquelles, in fine, on n'arrive plus à contrôler comment ça se passe. Et la deuxième complexité inutile, c'est la complexité fonctionnelle, comme je dis. C'est ce que je ne vais pas y revenir, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la multiplication des process, des indicateurs, des systèmes de reporting qui deviennent contradictoires les uns par rapport aux autres et qui finalement inversent les hiérarchies dans l'organisation parce que l'organisation ne peut plus fonctionner que si ceux qui sont chargés d'appliquer tout ça font preuve de bonne volonté, disent moi je vais appliquer ça, oublier ceci, oublier cela, etc., etc. Et donc, l'organisation ne peut fonctionner que grâce à leur bonne volonté, mais la bonne volonté, c'est quelque chose qui se négocie dans les organisations, et donc plus pour vous sécuriser, vous multipliez de process, et plus en fait, vous accroissez le pouvoir de ceux qui sont censés les appliquer et qui ne les appliquent pas tous pour que ça puisse quand même fonctionner. En revanche, il y a une complexité vertueuse. Aujourd'hui, on sait très bien, et c'est pour ça que j'ai pris cet exemple depuis le début, que ce qui permet dans une organisation d'améliorer la qualité, d'améliorer les produits et les systèmes que l'on propose aux clients, ce qui permet de réduire le coût, c'est la coopération. Mais vous ne pouvez pas dire à vos salariés et créer dans votre entreprise les conditions d'une coopération efficace sans comprendre que plus il y a de coopération, plus ça multiplie les interactions. Et plus ça multiplie les interactions, et plus l'organisation réelle devient complexe. Et de ce point de vue-là, on peut comprendre que cette complexité qui vient de la multiplication des interactions est plutôt une complexité vertueuse par rapport aux deux complexités artificielles que je citais précédemment. Donc, vous voyez, voilà un certain nombre de principes que moi j'essaierai d'avoir présents à l'esprit et d'aider les dirigeants eux-mêmes à les avoir présents à l'esprit lorsque on entreprend des transformations et que l'on ne veut pas simplement les subir. Voilà ce que je voulais vous dire. Excusez-moi d'avoir été un petit peu long, mais ce n'est pas une question simple. Merci beaucoup François d'avoir excellemment répondu à la question difficile, délicate, en positionnant la problématique de la transformation au niveau des conseils d'administration et des directions générales. C'était extrêmement clair et très, très bien structuré. Alors, j'ai déjà reçu un certain nombre de questions sur le chat. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, une première question de Stéphanie Filion-Linglin. Le télétravail a généré certaines exclusions au sein des organisations et une autonomisation des salariés. Quelle méthodologie suivre, à votre avis, pour réintroduire du collectif? Alors, vous avez à la fois raison et en même temps, il faut le nuancer. L'autonomisation c'est une très bonne question qui vient d'être posée ici. Et j'en remercie à personne d'avoir posé. Parce que quand on parle de l'autonomisation des salariés, je vais vous dire,
on va reprendre la question. On ne peut pas parler du télétravail sans parler du confinement. Vous voyez, dans le confinement tel qu'il a été prononcé en mars 2020. Et je voulais vous dire que dans notre échantillon, nous avons eu la chance d'avoir une entreprise qui nous demande d'abord d'étudier les Français face au confinement. Et en fait, c'était une comparaison, c'était les Français et les Américains face au confinement. Donc, on a fait une étude dans les deux pays. Et ce que l'on a vu, c'est que le premier confinement, parce que vous voyez bien que plus on avance et plus c'est difficile, a été très bien vécu parce que ça c'est. Vous voyez, moi j'ai utilisé une expression pour exprimer ce bien vécu, c'était le temps retrouvé. On a retrouvé du temps parce qu'on était confinés. Donc, ce qu'expliquent les gens, c'est qu'ils ont fait le ménage, ils ont rangé, vous voyez, ils ont eu le temps de faire ça. Ils n'avaient plus de temps de transport, c'était formidable. Donc, par exemple, c'est marrant, dans les interviews, d'entendre les gens dire « Ah, ben je me lève plus tard ». Voilà, ça, se lever plus tard, semble avoir été quelque chose de structurant. Et lorsqu'on est passé au télétravail, le temps retrouvé est devenu l'autonomie retrouvée. C'est-à-dire, je suis plus capable que précédemment au bureau, d'organiser mon travail comme j'ai envie de l'organiser. Et par exemple, on a pu faire des observations sur des couples qui, le soir, avant de se coucher, échanger sur qu'est-ce que tu as toi demain. Est-ce que tu as des visios demain? À quelle heure? Moi, j'ai telle visio à telle heure. OK, qui c'est qui va s'occuper des gosses à telle heure, etc., etc. Donc, on a été capable de s'auto-organiser de façon absolument formidable. C'est ça l'autonomie. Mais en même temps, ça ne s'est pas agi que de l'autonomie individuelle. Parce que là, je parle d'une autonomie individuelle. Il y a eu aussi une autonomie collective qui s'est exprimée justement à travers ce que j'ai cité tout à l'heure, ce que j'ai appelé les groupes WhatsApp. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de constater quelque chose. Et là, je dépasse un peu le cadre de ce que vous m'avez demandé. Vous voyez, les journalistes, promptes à affirmer des choses sans avoir besoin de les vérifier, les journalistes, avant même qu'on sache quoi que ce soit sur le confinement, disaient le confinement, ça va être l'horreur. Vous voyez, c'était l'image du père, la mère et 2 ou 3 enfants et tout le monde s'engueulant en longueur de journée parce que la vie devenait impossible. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. C'est vrai qu'il y a eu de la violence conjugale, mais ces phénomènes sont heureusement restés minoritaires. Globalement, le confinement a plutôt resserré les liens familiaux au niveau de la famille nucléique d'une part, c'est-à-dire le père, la mère et les enfants, et de la famille élargie, c'est-à-dire au niveau de cette famille à laquelle on ne parle pas beaucoup parce qu'elle est loin, elle est même à l'étranger, etc. Et c'est là que les gens ont appris l'utilisation des groupes WhatsApp. Ça a d'abord été des groupes familiaux. Et ensuite, quand il s'est agi de travailler en télétravail, eh bien, ce qu'ils avaient appris sur les groupes familiaux à travers WhatsApp, ils l'ont reproduit sur ce que moi j'ai appelé les groupes affinitaires. Et le mot affinitaire est extrêmement important, mais au lieu que ce soit les collectifs de travail traditionnels tels que les leur imposait l'entreprise, c'est devenu des groupes affinitaires dans lesquels on a mis ce que l'on pensait être utile pour pouvoir continuer à travailler dans de bonnes conditions. Et là, on est dans du collectif. Et d'ailleurs, il y a un indicateur qui ne trompe pas. Nous, on a été surpris au début, mais ensuite, on a trouvé l'explication de voir que c'était ceux qui étaient les plus habitués au télétravail, ceux qui avaient une pratique excellente, qui ont été les plus débordés. Alors, pour eux, c'est paradoxal, puisque c'est eux les plus habitués. Pourquoi ils sont débordés? Mais ils sont débordés parce que c'est à eux qu'on a fait appel dans les groupes affinitaires, parce qu'on savait qu'ils pourraient aider les autres à se débrouiller avec le télétravail. Et là, ça a réintroduit beaucoup de collectifs. Donc, vous voyez, quand on dit qu'il y a eu effectivement de l'autonomie qu'il y a eu à travers le télétravail n'est pas qu'une autonomie individuelle, c'est aussi une autonomie collective. Oui, probablement un nouveau collectif beaucoup moins contrôlé et encadré par le management intermédiaire et supérieur, bien évidemment. Hein. Voilà, et par contre, alors merci de la remarque, beaucoup moins contrôlé par le management intermédiaire, vous avez tout à fait raison, et j'ai dit qu'il s'était. Vous voyez, tiens, sur l'effacement du management intermédiaire, je vais vous faire sourire. Il y a un indicateur qui le montre. Pendant toute cette crise, on a vu disparaître le mot leadership. Les leaders, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que si on dit la vérité, qu'est-ce que c'est le leadership? Le leadership, c'est ce que vendent les business schools
à l'encadrement intermédiaire pour leur faire penser qu'ils font partie de l'encadrement supérieur. Voilà, c'est ça le leadership. Et du coup, on n'en a plus parlé parce que l'encadrement intermédiaire s'est un peu évanoui. Par contre, vous avez raison de le dire, dans ces collectifs affinitaires a été intégré l'encadrement de proximité. Ne serait-ce que d'ailleurs, cet encadrement de proximité apportait de l'information, et transmettait des besoins, etc., etc. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ça a renforcé la proximité. Et que ça soit d'ailleurs en présentiel ou en distanciel, ça, vous voyez, si je parlais du présentiel, ça a renforcé la proximité entre l'encadrement et d'autre part les équipes sur le thème qui est ressorti en permanence, on est dans le même bateau. Et comme on est dans le même bateau, on souffre de la même chose, on a tous les mêmes peurs dans le présentiel, et bien ça a rapproché l'encadrement en proximité des équipes avec lesquelles il travaille. Merci. Alors, une question très, très rapide pour l'information de tout le monde et avant de suivre les autres questions. Le contenu de l'étude que vous avez menée en 2020 sera-t-il diffusé, accessible? Je crois qu'il existe à travers déjà votre LinkedIn. Et il existe aussi à travers un article que nous avons fait dans Le Monde. Donc, il y a eu le résultat officiel, si je peux me permettre, a été présenté dans un article du Monde. Et il doit donner lieu cette étude doit donner lieu à la rédaction d'un ouvrage, mais un ouvrage, ça met du temps. Donc, je ne peux pas dire quand est-ce que. Surtout que moi, j'en étais à terminer il n'y a pas longtemps, donc je ne sais pas quand est-ce que ça sera. Bon. Sur Le Monde, donc, on peut retrouver une synthèse de votre étude à ce stade. Voilà. Très bien, merci. Alors, deuxième question dans l'ordre d'arrivée, une question de Laurent Praticelli. Dans un monde où l'intelligence artificielle n'a pas encore peut-être remplacé l'intelligence humaine, comment convaincre d'orienter les transformations des structures numériques, organigrammes, process, KPIs vers celles de l'organisation concrète, les comportements collectifs? Vous pouvez répéter la question, Didier, s'il vous Alors, plaît. dans un monde où l'intelligence artificielle n'a pas remplacé l'intelligence humaine, comment convaincre d'orienter les transformations des structures vers celles de l'organisation concrète? Je ne comprends pas bien la question. Alors, Laurent, est-ce que vous voulez préciser? Je vais essayer de vous retrouver, Laurent. Où êtes-vous? Ici. Laurent, est-ce que vous voulez reposer votre question? Alors, on va Oui, passer. bonjour, oui, merci, pardon, j'active le micro. Oui, non, la question, elle est plutôt sur le comment on convainc des dirigeants de réorienter leur transformation, qui sont aujourd'hui très orientés sur le numérique, les structures, les procédures, etc. En fait. Ah, C'est dans oui, ce sens-là, oui. oui, oui, excusez-moi. Je vous en prie, non, mais c'est moi qui ai peut-être. J'ai enrobé un peu la question. Merci pour votre réponse. Okay, merci de l'avoir précisé. Mais vous avez raison, c'est pas facile à faire. Parce que, d'abord, comme vous dites, beaucoup de dirigeants pensent que le numérique va résoudre beaucoup de problèmes, comme d'ailleurs l'introduction de l'informatique dans les années 60-70 avait réussi à faire évoluer les choses. Donc, il y a là un espoir, mais de ce point de vue-là, on ne contrôle pas bien ce que ça va faire évoluer. En revanche, comme vous le dites, vous voyez, il y a une chose qui m'a frappé. Vous dites comment convaincre les dirigeants. Si j'étais un mauvais esprit, je dirais la sociologie nous apprend qu'on ne convainc jamais personne. Et donc, c'est difficile. En revanche, ce dont je me suis aperçu, c'est que les situations de crise, comme celles que nous vivons, sont des situations dans lesquelles les dirigeants sentent qu'ils ont besoin d'une connaissance profonde de ce qu'est leur organisation au sens réel du terme. Vous voyez, moi, j'étais frappé d'une chose, je vais vous faire part d'une petite expérience, une petite émotion personnelle. Je ne devrais pas dire ça ici, mais enfin, j'ai engagé un combat depuis longtemps pour la réhabilitation des sciences sociales dans les entreprises. Voilà, puisque les sciences sociales, petit à petit, ont perdu pied dans les entreprises pour différentes raisons, peu importe, au détriment
d'organisation offrant des solutions toutes faites. Voilà. Tout est très facile si on écoute ça. Bon, voilà. Et je me suis aperçu dans cette situation de crise que quand moi j'ai proposé aux dirigeants un projet dans lequel je leur disais attention, quand vous sortirez de la crise, il va falloir que vous parliez à vos salariés. Et pour parler à vos salariés, il va falloir que vous leur parliez de ce qu'ils ont vécu. Et le problème, ce n'est pas de leur dire vous avez été formidable, c'est exceptionnel et puis l'avenir est beau. Non, ils ont vécu des choses difficiles. Il faut que vous compreniez ce qu'ils ont vécu de difficile et que vous leur parliez de ça. Écoutez, c'est ça. Et j'ai été très surpris d'avoir pu convaincre 9 dirigeants de s'engager dans cette démarche. Ils ont compris la nécessité de ne pas plus d'arrêter de parler aux gens. On va modifier, vous savez, on s'est rendu compte tel département n'a pas bien fonctionné, on va modifier ceci, on va modifier cela, etc. Ils se sont rendus compte de la nécessité de connaître, de savoir. Si je voulais l'exprimer à travers un mot, une question que se posent et se sont posés les dirigeants, c'est qu'est-ce qu'il faut? Alors, c'est qui? Ils, c'est ceux qui travaillent directement dans les activités au quotidien. Qu'est-ce qu'ils font? Et les dirigeants se sont rendus compte de leur ignorance sur ce qu'ils font. Et donc, du coup, il n'y avait pas besoin dans cette situation difficile de beaucoup les convaincre qu'il fallait qu'ils aient une compréhension beaucoup plus approfondie du fameux qu'est-ce qu'ils font. Et là, alors, ils se sont rendus compte que la connaissance de la réalité, et non pas des structures ou autres de l'organisation, devenait absolument essentielle. C'est une des caractéristiques des situations de crise, et on a beaucoup de mal à l'expliquer lorsqu'il n'y a pas de situation de crise. Maintenant, je voudrais vous rassurer, ça n'est pas une raison pour les sociologues de souhaiter que nous soyons en permanence dans des situations de crise. Merci. Alors, merci Florence et Laurent d'avoir partagé dans le chat l'URL de l'article du Monde de François. Ils l'ont trouvé tout de suite, hein? Bah, écoutez, oui, tout à fait. Il y a des moteurs de recherche qui trouvent tout n'importe où dans le monde, hein, donc, je le vois, je le vois. Ah oui, c'est ça, le télétravail a diversement affecté les organisations. Oui. Alors, une autre question de Régine. Pourquoi les dirigeants ont une telle méconnaissance, ignorance de ce que font les acteurs? Oui, ça aussi, c'est une très bonne question. Je vous remercie tous d'ailleurs, parce que les questions sont super que vous posez. Vous voyez, ce que moi, excusez-moi de le dire comme ça, je suis un vieux monsieur, ça fait longtemps que je travaille sur les organisations. Et il y a une chose dont je me suis rendu compte, c'est que petit à petit, les dirigeants ont décroché de cette question de l'organisation, du fonctionnement. Ils ont décroché et ils l'ont sous-traité. Alors, je vais revenir à la sous-traitance. Ils en ont décroché parce que je crois que les dirigeants, de par l'importance toujours croissante des aspects financiers des entreprises, ont été totalement absorbés par tout ce qui relève des roadshows, tout ce qui relève des présentations des résultats, tout ce qui relève de la situation financière, le cours de l'action, etc., etc. Et c'est là-dessus qu'ils ont quand même beaucoup investi dans petit à petit dans les années qui ont précédé. Et voilà. Du coup, ça les a fait décrocher de ces questions dont nous sommes en train de parler. Et donc, ça les a amenés à les sous-traiter. Et donc, ces questions ont généralement d'ailleurs été sous-traitées au DRH, souvent, ou bien alors, comme c'est une manie dans les organisations, comme il y avait une question qui se posait, la transformation, eh bien, on a créé un directeur de la transformation. Et ce qui est une aberration de créer un directeur de la transformation, parce que le problème, c'est ce directeur de la transformation, est-ce qu'il a le moindre pouvoir par rapport aux dirigeants des différents secteurs de l'entreprise? Certainement pas. Donc, ce directeur de la transformation, c'est comme un chef de projet, ça devient vite un politique qui est obligé de tout négocier dès qu'il veut faire quelque chose. Donc, moi, j'ai coutume de dire, une vraie transformation, elle ne peut se faire que si elle est pilotée par le dirigeant.
Parce que si elle n'est pas pilotée par le dirigeant, alors plus personne derrière le dirigeant n'a la légitimité nécessaire et le pouvoir nécessaire pour conduire des transformations qui remettent en cause des situations acquises, des situations de pouvoir, etc., etc. Très bien, merci. Je vois le temps avancer. Une dernière question, si vous pouvez encore, François. Ah oui, oui, moi, bien Une sûr, je question suis à votre service. une question d'Adeline. Dans le contexte de confinement et d'incertitude, les acteurs salariés étant focalisés sur les urgences du quotidien, la transformation semble plus difficile à analyser, construire et mettre en œuvre. Est-ce une observation confirmée dans le cadre de votre étude et de vos analyses? Oui, oui, tout à fait. Alors, je crois qu'il faut bien le dire ainsi. Euh, si je reformulais, mais dans le fond, je veux dire la même chose que la personne qui a fait cette remarque, c'est que pour le moment, on est dans de la transformation subie. Et elle n'est pas pilotée pour le moment, la transformation. Elle est subie, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Par exemple, quand les pouvoirs publics disent obligation du télétravail, je vous ai montré rapidement, c'est d'ailleurs l'article du Monde, hein, le télétravail a diversement affecté les organisations. Je vous ai montré comment il y a des organisations qui ont subi ces prescriptions gouvernementales et ça les a amenés à se transformer de façon plutôt négative par rapport à ce qu'était leur Oh, allô? situation, espérons tous, hein, redeviendra plus normale. Il faudra absolument, et moi je dis au conseil d'administration, mais exigez-le, faire le point sur ce qui a déjà changé par rapport à la crise que nous aurons vécue. C'est-à-dire, on ne sera plus dans l'état initial. Il faudra d'abord connaître ça avant de dire, eh bien maintenant, vers quoi on peut diriger la transformation, qu'est-ce qui est nécessaire, mais ça nécessitera la connaissance de ce qui a changé de façon subie et non pas de façon pilotée. Alors, une toute dernière, comment réintroduire de la confiance dans l'entreprise? Une question d'Emmanuel Cohen. Et après, on doit vous quitter, hélas. Oui, alors, mais en tous les cas, pour moi, ça vaut la peine de prendre 2 minutes pour répondre à cette question. Moi, je ne suis pas à la seconde. Bon, non, parce que c'est intéressant, toutes ces questions, si vous voulez. Ah ben oui, oui, C'est sympa de c'est pouvoir clair. dialoguer comme ça avec les gens. Et je vous en remercie d'ailleurs, hein, vous, d'avoir créé cette opportunité. Voilà, la question de la confiance dans les organisations, c'est une question difficile. Et donc, la première réponse que je pourrais vous donner, c'est n'essayez pas de créer de la confiance partout, en disant d'un coup d'un seul, nous allons devenir une organisation basée sur la confiance. Ça ne marche pas comme ça. La confiance, c'est quelque chose qui se construit peu à peu. Vous voyez, si vous preniez l'exemple de Michelin, par exemple, ils ont commencé par essayer de travailler avec des petits départements volontaires pour changer les modalités de travail, etc. Et je voudrais vous dire 2 mots sur les conditions même de la confiance au travail. Si on considère, si on parle du problème d'un manager, utilisons ce mot, qu'il soit de proximité ou ailleurs, comment un manager peut-il capter la confiance de l'équipe dont il a la responsabilité? Eh bien, il y a une donnée de base, c'est qu'il ne pourra capter la confiance de ceux dont il a la responsabilité qu'en acceptant de devenir prévisible. La prévisibilité est une condition sine qua non de la confiance. D'un certain point de vue, vous pourriez me dire, mais vous êtes en train de dire une banalité et vous auriez raison de me dire ça. Car nous savons tous instinctivement que nous ne pouvons pas faire confiance à quelqu'un qui est imprévisible. Je veux dire, si vous avez un manager, que quelqu'un lui pose une question, le lundi il répond A, le mardi on lui pose la même question, il répond B, le mercredi il répond C, il est erratique dans ses réponses, vous ne pourrez jamais lui faire confiance. Donc ça veut dire, si je le reformule légèrement différemment, que capter la confiance des salariés, c'est renoncer pour partie à l'incertitude de son comportement. Et je voudrais faire remarquer à tous ceux qui nous écoutent que renoncer à l'incertitude de son comportement, c'est ce que les philosophes appellent l'éthique. L'éthique, ça n'est pas ne pas piquer dans la caisse.
L'éthique, c'est accepter de renoncer à l'incertitude de son comportement. Mais il ne faut pas croire que c'est facile, parce que les sociologues nous expliquent, à juste titre, qu'une partie du pouvoir que nous détenons tient à cette incertitude de notre comportement. Donc, vous voyez, un manager, il aura toujours à arbitrer entre la prévisibilité dont il a besoin de faire preuve pour capter la confiance de ses salariés et la part d'incertitude qu'il doit garder pour conserver du pouvoir sur ses salariés. Cet arbitrage, personne ne peut donner de recette, c'est à chacun de le faire. Et si on parle maintenant de la confiance au sein de groupes de travail, eh bien c'est pareil, cette confiance au sein de groupes de travail ne peut s'obtenir que si on laisse le groupe de travail, un groupe projet par exemple, si on le laisse définir lui-même ses propres règles du jeu. Et quand je parle de règles du jeu, je ne parle pas de règles écrites, de process, de tout ce que vous voulez. Je parle de laisser un groupe de travail définir ce qui est acceptable ou ce qui n'est pas acceptable tant qu'il a à travailler ensemble. Et si vous y réfléchissez, définir l'acceptable et le non acceptable, là aussi, ça consiste à réduire l'incertitude des membres du groupe de travail. Donc, vous voyez, capter la confiance, c'est quelque chose d'essentiel, mais c'est en même temps quelque chose d'extrêmement difficile dans les organisations. Écoutez, franchement, une conclusion très, très inspirante et passionnante. Merci beaucoup. Difficile de faire une synthèse en quelques mots de tout ce que vous nous avez dit. Simplement, je peux citer quelques remerciements que j'ai reçus sur le chat. Un grand merci pour cette conférence de très grande qualité et inspirante. Merci beaucoup. Merci François d'avoir partagé vos connaissances sur ce sujet captivant. Bonne journée. Enfin bref, une quantité de remerciements qui, j'ai le plaisir de vous transmettre, François, et de vous remercier moi-même parce que c'était effectivement extrêmement passionnant, très, très utile. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir et à appliquer dans nos entreprises pour effectivement réussir ces transformations en cours. J'espère qu'on aura le plaisir de vous réécouter dans quelques mois pour continuer notre réflexion tous ensemble et bénéficier de vos éclairages sur ces sujets-là. Passionnant. Merci encore à toutes et tous et j'espère à très bientôt pour une prochaine matinale du Cercle des administrateurs Sciences Po et à très bientôt. Donc. Merci François à nouveau. C'est moi qui vous remercie à tous. Au revoir.